Excusez-nous, on n'avait pas compris que c'était déjà pour nous. Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette présentation des tendances alimentaires Horizon 2023. Nous sommes la société Caramel, je m'appelle Virginie, je dirige le groupe Caramel depuis 20 ans. Il y a plusieurs activités dans le groupe, une activité de stratégie de marque, et puis il y a une activité qui vient nourrir finalement toutes les autres, c'est la prospective. Chez Caramel Tendance, on décrypte, on analyse, on étudie tout ce qui se passe dans le monde, les concept stores, les nouvelles innos en termes d'ingrédients, enfin voilà, tout ce qui se passe en termes de géopolitique, d'architecture, de design. On est en éveil en tout cas, tout le temps. Ça nous permet de dessiner des scénarios qui vont, vous allez le voir, se déroulent en 2 temps. Toute une partie valeurs montantes, analyses sociaux, et puis toute une partie créatif. Et Laure vous présentera ça très bien tout à l'heure. Ce cahier alimentaire qu'on va vous proposer et qu'on vous laisse à disposition, la présentation normale, c'est un peu plus de 2 heures. Donc on les a pas. On a essayé de vous en faire une synthèse en espérant qu'elle soit suffisamment claire. Mais en tout cas, voilà, il ne faudra pas hésiter à nous poser des questions et à nous redire tout à l'heure à la fin si vous voulez aller un peu plus loin. Ce cahier, on l'avait démarré un peu avant... En novembre 2019. Novembre 2019. Et puis est arrivé ce que nous connaissons tous. Donc on a arrêté la rédaction et la création de ce cahier, évidemment pour regarder un petit peu ce qui était en train de se passer. Et on l'a repris finalement 2 mois après, 2 ou 3 mois après. Après le premier confinement. Après, à la fin du premier confinement. Évidemment, des doutes étaient nés, mais finalement des convictions aussi. Et vous allez le voir que les 5 grandes tendances qu'on va balayer aujourd'hui ensemble, eh ben, pour certaines, elles ont effectivement pris beaucoup d'ampleur. Et puis pour d'autres, ont dû être un petit peu réajustés. En tout cas, on est ravis, avec Laure, de vous présenter 5 grandes tendances alimentaires. On va démarrer par un thème qu'on a appelé croyance. Ensuite, on passera à la clé des songes, puis à village, nostalgie, et on terminera par océan. Alors, on va démarrer avec la première tendance, qui s'appelle donc croyance, qui est une tendance en fait où on va aborder un peu le courant de la naturalité, qui est un sujet évidemment phare, évidemment dans l'agroalimentaire, mais pas uniquement. Nous, ce qui est important en fait dans les tendances, c'est de croiser les différents secteurs, voir ce qui se passe dans l'art de vivre, dans la mode, la beauté, l'alimentaire, pour voir vraiment les grands signaux émergents et convergents à tous ces secteurs. Et évidemment, la naturalité est vraiment un courant fort, c'est pas une tendance éphémère. Donc nous, ce qu'on voit arriver autour de cette notion de naturalité, c'est que évidemment, avec le Covid, les gens ont été en quête de nature, on le sait tous, mais ils ont été aussi très méfiants. C'est-à-dire que la méfiance des consommateurs s'est vraiment accentuée, notamment également et beaucoup sur l'alimentaire, et ils vont être en quête d'une nature vraiment authentique, en laquelle ils veulent avoir confiance. Et pour ça, en fait, la nature va évoluer vers quelque chose de plus magique. On va se tourner en fait vers les vertus ancestrales et les bénéfices ancestraux qu'on connaît des éléments même de la nature. Et tout ça va être installé dans l'univers de la forêt. Comme le dit très bien Laure, c'est une tendance qui fait évidemment donc clairement écho à la nature et au fait qu'on a été tous un peu remis à notre place parce qu'on a pris conscience finalement que voilà, on ne pouvait pas tout maîtriser, on ne pouvait pas tout contrôler, que le monde scientifique n'expliquait pas tout. Et c'est donc installé une espèce de sentiment de défiance, de méfiance. Et en ça, ce contexte, il remet, il ébranle nos certitudes. Et en face de ça, on a besoin de croire en quelque chose de plus grand. On a besoin de retrouver une certaine maîtrise de soi et de son environnement. Et la magie et les contes, finalement, c'est une nouvelle échappatoire face à ces crises, face à l'ère du tout scientifique et à une certaine forme de morosité. Donc on voit apparaître une certaine forme de nouvelles croyances, comme ça on a envie d'aller piocher dans différentes croisances pour essayer de retrouver une certaine maîtrise sur les choses, pour essayer de retrouver en tout cas une maîtrise de son destin.
On note un engouement d'ailleurs très clair autour des parasciences, l'astrologie, la voyance. C'est 6 Français sur 10 aujourd'hui qui croient aux parasciences. Et c'est 75% qui pensent que la spiritualité aide actuellement à la prise de conscience et à la prise en charge de soi. Voilà. Clairement, demain, voilà, on a besoin de se donner toutes les chances d'être bien. Et ça va passer par finalement le développement de toutes ces médecines alternatives, donc on connaît déjà, hein, mais qui vont vraiment continuer très fortement à se développer. Donc l'homéopathie, les huiles essentielles, le magnétisme. C'est 35% des Français qui ont déjà eu recours à un guérisseur pour compléter une médecine scientifique. Donc ça ne va pas s'arrêter. Et puis c'est évidemment toutes ces médecines qui sont quand même de plus en plus reconnues par le corps médical et qui se démocratisent. On parlera également demain d'une médecine des 4 P, qu'on a appelée des 4 P, préventive, prédictive, personnalisée et participative, parce que l'enjeu demain, ça va être d'essayer de mieux vivre. Et en ça, la prévention, c'est tous les compléments alimentaires qu'on connaît déjà, qui avaient le vent en poupe et qui vont continuer très fortement de se développer. Et l'alimentation au cœur de cette santé, clairement, elle sera beaucoup plus intuitive, beaucoup plus intacte, plus brute, et clairement valorisée comme un gage de santé. On a appris pendant ces mois à cuisiner, à se refaire à manger de manière plus naturelle. Et clairement, ça va être effectivement encore beaucoup de Français qui vont vouloir comme ça avoir un gage de sécurité et d'effet sur leur santé, et ça passera par le choix des aliments. Et je finirai par un dernier chiffre sur cette tendance, c'est 55% des Français qui pensent qu'un produit aliment, c'est avant tout un produit de qualité qui est bon pour la santé, et ce chiffre a fait un bond de 5% pendant le confinement. Alors nous, on aime bien poser un peu l'art de vivre, l'esprit de l'art de vivre dans chaque tendance. Donc pour cette histoire de croyance, en fait, ce qu'on voit émerger, en fait, c'est qu'il y a cette quête en fait de nature vraie, authentique, et ça se voit dans plusieurs domaines. Beaucoup dans l'univers de l'habitat, de la maison, qui vit beaucoup en corrélation avec l'alimentaire. Et ce qu'on voit dans l'univers de l'habitat, c'est que de plus en plus, les matériaux adoptent des surfaces vraiment qui miment la nature, mais de manière sauvage, brute, authentique. Ça se voit aussi dans beaucoup de restaurants, d'aménagements de restaurants, où de plus en plus, on est sur l'expérience client, où on immerge les clients, en fait, dans un environnement. Donc, par exemple, ici, vous avez un exemple de restaurant qui est à Montréal, où en fait ils immergent vraiment les clients dans une forêt un peu magique. Et puis du coup, ce qu'on voit aussi arriver, c'est ce côté repas évidemment qui devient presque un rituel. Alors au niveau des aliments, dans croyance, ici, nous, on va poser vraiment plus l'état d'esprit des aliments et non pas se focaliser sur un aliment, un ingrédient spécifique. Ce qui est important ici, c'est d'être autour de cette notion des aliments croyances, des aliments adaptogènes, en tout cas des aliments qui ont des vertus connues, un peu magiques, où il y a toute une croyance autour, une légende autour, et qui vont pouvoir venir justement, en tout cas, donner cette sensation aussi de bien-être et de réassurance aux consommateurs. Ça peut être autour des racines, ça peut être les aliments adaptogènes, ça peut être autour des champignons. Et puis, dans croyance, on va donc s'immerger dans la forêt. Donc la forêt, comme on vous expliquait, c'est vraiment un environnement où la nature est complètement authentique. Elle regorge aussi d'histoires plutôt magiques. Et on va mettre en avant ici tous les bénéfices de la forêt dans les aliments. Et on va la travailler un peu telle qu'elle est sans trop la transformer. Donc c'est d'imaginer par exemple des herbiers pour la pâtisserie qui jouent avec des petites plantes, etc., sauvages, des forêts. C'est de mettre en avant ces saveurs de la forêt que l'on peut venir pimenter pour des plats. Et on va faire un focus sur ces aliments biomystiques, du coup. Ces fameuses plantes, en fait, on voit un réel engouement autour même d'une médecine. Alors attention, ça n'a pas un bénéfice soin, c'est vraiment plus pour le bien-être avant tout. N'empêche que les gens recherchent de plus en plus, avec tous ces courants autour de la naturopathie, etc., et les bénéfices vraiment de plantes ancestrales sauvages. Et ça, se dire que ça peut permettre de renouveler certains produits qu'on utilise quotidiennement dans les repas, dans la préparation des repas, comme par exemple des bouquets garnis qui pourraient être aromatisés de fleurs aux vertus ancestrales pour un peu rendre de saveur à ces bouquets. C'est de jouer sur le côté herboristerie également pour tout ce qui est au niveau des assaisonnements, entre autres.
Et puis sur la manière aussi de travailler ces aliments, c'est la saveur aussi. On va être beaucoup dans la sensorialité, dans croyance. Et ici, on va vouloir quelque chose de fort, de brut. Et on va être vraiment sur cette notion de pouvoir du feu. Donc être vraiment autour de saveurs fumées assez puissantes. Et ça se retrouve, ça fait beaucoup écho parce que dans les arts de la table, on voit un énorme développement autour de ces systèmes de cuisson. Alors ça peut être de fumée au sel ou la cuisson vraiment combustion, charbonneuse, etc. Et on voit beaucoup de propositions dans les arts de la table, l'ustensile, etc. autour de ces terres brutes. Et on a bien vu qu'il y a plein de gens qui, pendant les confinements, ont dû réapprendre à cuisiner, ou en tout cas ont redécouvert le plaisir de préparer ces aliments et ces plats par eux-mêmes. Alors on peut se dire qu'effectivement, on a tous été contraints par ça et que c'était peut-être quelque chose d'éphémère. Néanmoins, dans la tête des consommateurs, ça reste un sujet important parce qu'ils se disent qu'ils maîtrisent ce qu'ils mangent et ils savent ce qu'ils mangent. Et au-delà de ça, il y a le plaisir aussi de préparer. Et du coup, ce qu'on voit arriver aussi beaucoup en proposition de design, art de la table, ustensiles, c'est des produits qui permettent de travailler, de transformer les aliments de manière un peu primitive, comme broyer, concasser, râper, etc. Donc il y a vraiment ce retour de gestuelle primitive. Et dans l'univers graphique, par rapport à cette tendance croyance, si on imagine autour du packaging, donc on va être sur ce côté très légendaire, un peu mystique, et du coup on va être vraiment sur ce côté foisonnant des motifs, presque des camouflages, vous voyez, forestiers, qui vont jouer presque avec des scénettes de divinité, ce qui va permettre de revisiter les étiquettes un peu vintage, un peu herboristerie, etc. Et on fait un petit focus aussi sur les alcools, notamment les spiritueux. Parce que ce qu'on voit arriver également au niveau des spiritueux, c'est que, bon, effectivement, il y avait tout ce côté plutôt très statutaire du spiritueux, et que là, il est de plus en plus immergé dans un univers assez mystérieux, assez étrange, où on instaure de plus en plus de magie. Et d'ailleurs, on le voit aussi dans la mixologie. On a besoin de jouer l'expérience et la surprise dans les cocktails, et on voit de plus en plus de cocktails qui jouent un peu sur ce côté un peu potion magique. Voici pour la première tendance croyance. Alors on va passer sur une autre histoire qu'on a appelée la clé des songes, où vous allez voir, en fait, c'est une tendance aussi importante puisqu'elle va aborder la notion du bien-être, qui est quand même une notion hyper importante de nos jours. Et vous allez voir que ce bien-être, on va le trouver grâce à l'évasion, mais l'évasion imaginaire. Clairement, un thème qui parle en effet de l'évolution d'une bien-être et finalement d'une certaine nouvelle quête de sens. La crise sanitaire qu'on a rencontrée, elle s'est finalement additionnée à déjà pas mal d'autres crises que nous connaissions. L'éco-anxiété, le stress, le bore-out, l'e-anxiété. C'était effectivement davantage exprimé chez les jeunes générations, mais aujourd'hui, finalement, on s'accorde tous à dire que notre futur sera certainement plus gris que notre passé. Et nous, on parle d'ailleurs d'année 2020, celle du post-modernisme généralisé, parce que c'est clairement ça. Et finalement, face à tous ces mots-là sociétaux qu'on connaît, on va avoir besoin de se reconnecter à son corps, à ses émotions. Ça va vraiment devenir fondamental. Et on le voit bien d'ailleurs, les chiffres l'attestent. C'est 53 millions d'euros de chiffre d'affaires sur tout le développement personnel dans les librairies. Et voilà, ces notions de bonheur, ces notions de bien-être sont remises au centre de nos préoccupations. C'est fini l'apogée et les dictates de l'esprit sportif, du performance, voilà, il faut être tout le temps bien. Aujourd'hui, c'est un bien-être plus personnalisé qu'on va chercher. On va vers plus d'apaisement, vers de l'acceptation de soi. C'est fini les années de performance. Ça devient beaucoup plus physique, en tout cas, ça devient beaucoup plus cérébral. Et en ça, eh bien, en fait, on va chercher un bien-être personnalisé. Personnalisé, c'est l'introspection. Donc ça va passer par, évidemment, toutes ces méthodes de relaxation. Toutes ces méthodes de relaxation qu'on peut connaître autour du yoga, autour de la méditation, mais également de la méditation par flottaison. Voilà, il y a un truc à Paris qui vous met dans une espèce de baignoire, une bulle complètement fermée, immergée, et vous êtes dans un bain, voilà, pendant 1 heure, pour vous reconnecter à vous-même, à vos émotions. Vous l'avez compris, dans ce thème, on cherche à mieux vivre, à travailler mieux, à vivre mieux, et l'alimentaire va clairement répondre à ce besoin.
parce qu'on a appelé nous la feeling good, feeling full, c'est-à-dire essayer d'aller chercher les émotions, d'aller chercher des nouveaux repères comme ça autour de ces sensations. Et l'alimentaire, quand on travaille autour des 5 sens, ça répond clairement à ce besoin. Donc la vue, l'odorat, enfin voilà, on peut vraiment aller chercher des expériences très holistiques autour de ça. Et puis quand on parle expérience, on parle aussi waouh, on parle aussi inédit. On sait que notre quotidien aujourd'hui, il ne fait plus vraiment rêver. C'est 80% des millennials qui préfèrent vivre une expérience plutôt que de posséder quelque chose. Essayons de surfer là-dessus. Et en tout cas, le monde de l'alimentaire s'offre très clairement, avec l'intelligence artificielle et avec tout ce que vous allez pouvoir développer, à toutes ces possibilités-là. Du coup, cette tendance, elle fait vraiment écho à ce besoin de se reconnecter, comme expliquait Virginie. C'est-à-dire qu'on a vu, on a été contraint de rester isolé, enfermé, etc. Donc effectivement, c'était étouffant au bout d'un moment. Néanmoins, ça a quand même remis à plat cette notion de comment je rythme ma vie. Et ça a quand même mis en lumière ce besoin de se créer aussi des moments rien que pour soi. De pouvoir s'évader, de pouvoir se permettre un moment d'évasion dans la journée, une petite pause. Et du coup, en cela, la clé des songes va répondre à ça et va permettre du coup de s'évader par l'imaginaire, d'imaginer des nouveaux voyages. Même si on ne peut pas aller bien loin, justement, on va se les recréer soi-même et du coup pouvoir aborder aussi l'alimentaire autour de l'exotisme. Du coup, on va être ici sur l'aliment expérience. Effectivement, on a de plus en plus besoin, les gens, les consommateurs ont de plus en plus besoin de trouver de l'expérience dans les différents usages. Alors, au moment des achats, etc., mais même également dans l'alimentaire, où la sensorialité est extrêmement importante, c'est vraiment un moment unique en soi. Donc les aliments vont jouer énormément sur la texture, la surprise autour des textures, autour des mélanges de saveurs également, mais également autour de la couleur qui va être là pour surprendre et pour évader. Du coup, on va être sur une sensorialité rêvée. Donc vous voyez qu'ici, on est sur une douce artificialité. On est sur un travail de couleur qui est vraiment en dégradé, ce qui permet de réinventer des plats comme les raviolis, que ce soit asiatiques, que ce soit africains, etc. On joue sur le côté vraiment coloriel, surprise, des textures et des couleurs. Ça fait écho aussi beaucoup aux effets de l'utilisation des réseaux sociaux, où justement il y a une création de plus en plus extrême dans tous ces réseaux, où les marques peuvent installer justement leurs produits, leurs collections dans des endroits complètement fantastiques, justement, complètement virtuels. Et justement, on va avoir envie d'avoir ça aussi en vrai à consommer au quotidien. Ce qui veut dire que cette mise en scène, on va vouloir donc la trouver tous les jours dans ce qu'on peut consommer. On sait qu'il y a des grandes recherches maintenant, il y a des chefs qui se mettent à l'impression 3D de manière aussi plus récurrente, notamment les sushis que vous voyez ici qui sont créés en 3D, ce qui donne des formes complètement surprenantes et spectaculaires. Mais se dire aussi, s'imaginer des petits plats avec cette mise en scène des aliments qui peuvent évoquer un environnement, un paysage. Et donc, comme on vous expliquait tout à l'heure, on va pousser l'exotisme vraiment jusqu'au côté fantastique, expérientiel et presque artificiel. Donc, on va vouloir être sur ce côté extrêmement surprise où on va jouer des effets de l'exotisme avec des couleurs très synthétiques. Vous avez ici en visuel, en fait, c'est un projet de complément alimentaire avec des goûts de fruits exotiques et ce sont des petites enveloppes à décrocher comme ça et qu'on peut goûter. Donc ce côté vraiment dosette de surprise au quotidien, c'est de jouer la surprise aussi pour travailler des produits 100% naturels. Alors là, c'est le cas en fait de la marque Agent de Fleurs, qui est un parfum, vous connaissez, créateur de parfums, qui joue avec vraiment ce côté qui essaie de travailler vraiment le plus possible le 100% naturel dans ses parfums, mais qui veut jouer le spectacle dans son packaging et qui du coup travaille des couleurs complètement artificielles, presque néon, pour vendre des produits 100% naturels.
Et puis en termes d'usage, de packaging, de prise en main, vous voyez ce côté recherche de moments de déconnexion, de shoot de bien-être au quotidien, ça va mettre en avant le côté monodose, microdose, rien que pour soi. Ça fait presque un peu écho et un clin d'œil à l'univers légèrement pharmaceutique, mais évidemment dédramatisé pour ce côté moment de gourmandise. Et dans l'univers graphique, on va être sur l'évasion spirituelle. Donc vous voyez quelque chose d'assez onirique au niveau des motifs et où on va jouer vraiment les textures, les brillances et les dégradés de couleurs pour créer quelque chose de magique au quotidien. Votre attention, s'il vous plaît. Alors, la troisième tendance, qui est donc village, qui est une tendance très très forte, qui donc a été accentuée après les confinements, les différents confinements. Ça va être de réinventer la ville comme un village. Et tout ça, on va aborder justement ce besoin de reconsommer local, qu'on connaît tous déjà, mais vous allez voir dans un côté beaucoup plus tribu et engagé. Comme le dit Laure, effectivement, nous on a appelé ce thème ville-village parce que pour nous c'est un nouvel art de vivre ensemble, les villes et le village. Et on met en avant dans ce thème en fait le convivialisme. On s'accorde finalement tous à dire que depuis mars 2020, plus rien ne sera jamais comme avant. On ne reviendra jamais à ce qu'on a vécu avant. Mais finalement, de quoi est-ce qu'on parle pour l'après ? Nous, on pense que ça se dessine, en tout cas, sous le signe de l'entraide, sous le signe de l'éthique et la mise en avant de ces nouveaux rapports humains et de proximité. Plusieurs philosophes, théoriciens, Cynthia Fleury ou Dominique Bourg, s'accordent à dire d'ailleurs que finalement, on est tous dépendants les uns des autres et d'une planète saine. C'est pourquoi que nous, on met en avant effectivement cette théorie autour du convivialisme, selon laquelle on a finalement la possibilité d'avoir un retour à une certaine forme de résolution des enjeux sociétaux en simplifiant nos modes de vie, en décentralisant les décisions, en favorisant l'essor du participatif. On est tous liés, consommation, environnement, production, et on considère aujourd'hui que ce qui est bon pour mon voisin est bon pour moi. Donc on a besoin autour de ça de se réinventer une société qui va mettre en avant ses valeurs humaines, ses valeurs éthiques. On parle beaucoup d'éco-new oui, à l'instar de l'éco-new me qu'on a connu avant. Donc l'éco-new oui, c'est quoi ? C'est le business qui est effectivement plus altruiste. C'est le fait d'être dans une démarche plus bienveillante les uns envers les autres. C'est de sortir du conformisme, sortir du tout industrialisation et standardisation. Et puis c'est essayer d'aller vers une nouvelle consommation d'appartenance. On aime à dire qu'on disait avant je consomme donc je suis, qui finalement laisse un peu la place aujourd'hui à j'ai des convictions et je consomme en fonction de mes convictions. Et en ça, en fait, bien le convivialisme, c'est également imaginer une nature et des pratiques qui vont être bien plus liées au village, ou en tout cas au fait de réimaginer un monde qui soit plus proche d'un village, parce que finalement, la ville préférée des Français, c'est un village. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire repenser la ville à une échelle de quartier, ça veut dire essayer de retrouver un commerce de proximité. Ça veut dire retrouver des nouvelles interactions entre la ville et la campagne, donc en remettant évidemment les citadins chez les ruraux. Et puis c'est imaginer effectivement, ou réimaginer en tout cas des zones périurbaines qu'on va pouvoir redévelopper autour de l'autoproduction. En tout cas, nous, on met des valeurs montantes en avant dans ce thème, qui sont le fait de recréer des liens homme-nature par une certaine forme d'expression des sens, où vous allez le voir, on va aller travailler des sensations, on va aller travailler des émotions. C'est la mise en avant de nouvelles économies, vertes et locales. On parle beaucoup dans ce thème de permaéconomie, on parle beaucoup dans ce thème de marque régénératrice, hein. On prend à la terre, on redonne à la terre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est chez les jeunes, j'ai mon chiffre, 8 consommateurs sur 10 qui préfèrent acheter une marque régénératrice plutôt qu'une marque durable. Donc ça laisse rêveur sur le potentiel à travailler. Dans l'alimentaire, ce thème, en fait, il va faire la part belle au bonheur et dans le pré, j'allais dire, parce que finalement, l'alimentation locale va exploser.
Et elle explose parce qu'elle répond à une triple préoccupation des Français, écologique évidemment, sanitaire, mais aussi à une nouvelle quête de sens, où on va avoir besoin de retrouver véritablement des liens avec les producteurs. Et ça, on a vu effectivement cette tendance exploser on espère à la fin de cette pandémie. Alors nous, ce qu'on a vu vraiment émerger bien avant le Covid, mais qui se développe à une puissance 10, c'est toute cette notion de terroir, mais beaucoup dans l'univers de l'art de vivre. On voit en fait de plus en plus que les gens ont besoin de se réapproprier leur environnement. Alors ça fait beaucoup aux gens qui vivent en ville évidemment, hein, dans les grandes villes ou moyennes villes. Il y a un besoin de se sentir plus proche de la nature, mais aussi d'investir son quartier. Ça s'appelle l'urbanisme tactique. Ça, on l'a vu aussi pas mal se développer pendant les confinements. C'est-à-dire les gens qui installaient dans une rue, qui se mettaient à faire des petits potagers au pied des arbres qui sont sur les trottoirs, qui installent des petites banquettes, etc., pour faire un petit bar entre voisins, un petit moment apéro. Donc il y a un vrai besoin de retrouver cette proximité avec la nature, mais aussi avec son environnement urbain. Du coup, on va être ici dans le village sur ces aliments néo-terroirs. Ça veut dire quoi, le terroir? C'est vrai qu'on était beaucoup sur quelque chose de très authentique ces dernières années. Là, on voit que le terroir, ça va être aussi effectivement un marqueur géographique, mais un marqueur également de revendication et d'engagement. On voit par exemple des projets qui sont hyper intéressants comme la Real California Milk. Vous savez, c'est une coopérative de producteurs laitiers aux États-Unis. Et en fait, ils installent des labos dans les villes. Et c'est assez chouette parce que, alors évidemment, ils vendent les produits laitiers, mais en fait, c'est un labo d'expérimentation où ils fabriquent du beurre, etc., des yaourts, et les gens peuvent venir aussi expérimenter vraiment pour s'approprier les produits. Ils sont sur des expériences de saveurs, etc. Donc, il y a vraiment ce côté communauté. Et puis ça se retrouve aussi sur l'univers de la boulangerie. C'est-à-dire que les boulangers sont vraiment les marqueurs d'une rue et d'un quartier. Ils peuvent vraiment donner l'âme et l'identité d'un quartier, et en ça, ils sont des artistes. Et ils peuvent avoir leur propre aussi identité dans la création de leurs produits pour vraiment redéfinir et remettre en avant géographiquement leurs produits. Du coup, au niveau des aliments, on va être sur ces aliments autour des terres d'origine. Hein, comme Virginie vous l'expliquait, effectivement, il y a ce besoin de savoir d'où viennent les aliments, jusqu'à même savoir comment ils ont été récoltés et comment est travaillé et comment est respectée la terre par la suite. Et du coup, on va être autour des farines, justement, de toutes ces farines de légumineuses, etc., qui vont pouvoir s'accorder également avec des légumes pour pouvoir réinventer tout l'univers aussi du snacking, des hamburgers, des pitas, etc. Et puis, ce côté vraiment terroir, cette quête de bien manger, etc., ça ne veut pas dire qu'on n'est pas gourmand. Et on va faire ces petites gourmandises végétales où on va s'inspirer justement des pâtes à tartiner sucrées, mais en version légumes, en fait, pour avoir ce côté vraiment pause, mais en version plus végétale. Et puis dans le village, il y a toute cette notion de mode de vie aussi, de ville, de nomadisme, d'urbain, etc., de moments de vie fractionnés, et que du coup, toute l'alimentation à emporter aussi est revue, mais on va être dans cette quête de terroir aussi, dans cet univers urbain. Donc on va être sur cette junk good food, donc cette nourriture rapide à emporter qui va s'inspirer justement, qui va mettre en avant tout ce côté plat traditionnel, comme les terrines, par exemple, les charcuteries, qui reviennent beaucoup sur le devant de la scène et beaucoup chez les millennials aussi. Ils retrouvent ça, vous le verrez aussi dans une autre tendance. Et donc, en termes de packaging, vous voyez, on va être sur cette notion vraiment de take-away, avec cette idée vraiment de packaging compostable. Hein. On voit, il y a de plus en plus de solutions de packaging qu'on peut mettre au compost, hein, qui sont faits à partir d'épluchures de légumes, etc. Dans la cosmétique, dans le soin aussi, il y a beaucoup de choses intéressantes qui se font. Nous, on aimait beaucoup ce projet de soap bottle. En fait, ce sont des gels douche ou des shampoings qui sont dans des contenants en savon. Et quand le liquide gel douche ou shampoing est fini, vous lavez avec le packaging, donc il y a zéro trace en fait, hein. Il y a juste la petite languette craft, quoi.
Donc le village, ça va être aussi le bucolisme dans la ville, et tout cet engouement autour des fleurs dans l'alimentation ne va pas disparaître, sauf qu'il va s'adapter aussi à nos modes de vie en devenant un peu des feuilles à goûter, des feuilles à gourmandise, des fleurs à goûter, pardon, et ces fleurs vont être là aussi pour aromatiser des boissons à des alcools, en alcool très très faible, comme les cidres par exemple. Et en univers graphique, vous voyez, la notion de convivialité, d'être tous ensemble, d'engagement, de local, elle va se traduire en graphisme d'une part sur des géométriques colorées qui peuvent évoquer, vous voyez, ces espèces de color blocks qui peuvent presque évoquer des zones de région. Et puis on va être sur l'idée vraiment très positive de personnes, de tribus. Voilà pour Village. On passe ensuite à Nostalgie, où vous allez voir, on va mettre en avant l'intergénérationnel. Ici, les générations vont se retrouver, donc des seniors jusqu'aux plus jeunes, pour recréer des moments de vie en fait, émotionnels, autour du souvenir et surtout place à la gourmandise. On a effectivement dit pendant quelques temps que le dialogue entre les générations était coupé, et finalement pas du tout. Il est plus que jamais d'actualité. Et il est plus que jamais d'actualité parce que finalement, millennials et seniors développent des intérêts communs, et encore plus aujourd'hui. Ils sont tous connectés. On vous met quelques chiffres. C'est 99% des moins de 30 ans qui sont connectés, mais c'est 60% des plus de 70. Donc il y a de vrais intérêts communs qui se retrouvent autour de la campagne, autour du savoir-faire, autour de l'expertise, autour d'une certaine forme d'apprentissage réciproque. Ils savent, chacune de ces parties sait qu'elle a finalement quelque chose à apprendre l'une de l'autre. Et on voit se développer d'ailleurs tous ces co-living intergénérationnels, avec un vrai partage de connaissances. C'est également ce thème, une consommation qu'on a appelée nous plus émotionnelle. On va aller vers quelque chose qui a du sens. On y lit une certaine forme de recherche, de supplément d'âme, d'objets. On valorise la beauté des objets. On parle beaucoup de vintage aujourd'hui, mais c'est ça, c'est une certaine forme de recherche, de supplément d'âme et de valeur ajoutée d'objets qu'on a connus et qu'on remet finalement au goût du jour. C'est une certaine forme de recherche de poésie au quotidien également, parce que voilà, on a besoin à un moment donné d'essentialité et de retrouver, après ces mois de confinement, finalement, essayer de poser un nouveau regard un petit peu sur nos vies, et la beauté du quotidien, elle permet aussi un petit peu ça. Et puis effectivement, pour nous, ce thème-là, en food, c'est une certaine forme de communion, comme le dit Claude Fischer, de commensalité. On est en France à 80% de nos repas qui sont partagés en famille ou entre amis, et on continue et on cherche à recréer comme ça effectivement des rituels très structurés qui socialisent et qui légitiment finalement le plaisir alimentaire. On voit d'ailleurs, et on va voir dans les prochains mois encore arriver, ce retour de l'esprit festif. On a besoin de se retrouver, on a besoin de faire la fête, et ça passe entre autres, pour une majorité des Français, autour du repas. Pas que, mais entre autres. C'est également essayer de remettre en avant tout ce fait maison. On a beaucoup cuisiné, évidemment par nécessité et par obligation, le disait Laure, mais finalement ça va continuer, parce que finalement on trouve du plaisir à partager et à transmettre, que ce soit vos grands-mères qui vous transmettaient, mais vous allez pouvoir le faire demain aussi au niveau de vos enfants. Et puis dans ce thème, on met en avant une gourmandise décomplexée. Des mouvements comme Body Positive, que vous connaissez peut-être, qui soulignent le fait qu'encore une fois, fini les dictates des régimes, etc. Non, aujourd'hui on craque. On craque pour le Nutella, on craque pour le chocolat, on craque pour tous ces aliments un peu navettes qu'on connaissait, comme nos parents faisaient des gâteaux super sympas, le sucre, etc. Parce que on a besoin de se faire du bien au moral, on a besoin de prendre du plaisir de manière beaucoup plus immédiate. Du coup, dans l'art de vivre, vous voyez, on va être vraiment sur ce nouvel esprit de famille, en fait. On voit vraiment dans l'univers de l'habitat, de la maison, de la déco, du meuble, etc. Virginie en parlait à l'instant, mais cet engouement pour le vintage, effectivement, engouement beaucoup qui est très prisé par les millennials. Il y a ce côté, cette valeur émotionnelle, effectivement, dans le vintage. Alors, il y a tout le côté financier, puis c'est un jeu pour eux de troquer, mais il y a ce côté aussi valeur émotionnelle du produit. Et du coup, on est vraiment sur cette quête, en fait, un peu de rétro, en fait, de souvenirs d'enfance avec les grands-parents.
Du coup, on va être sur les aliments navettes. En fait, les aliments navettes, c'est les aliments qui vont nous faire l'effet Madeleine Proust, en fait. Vraiment retrouver ce réconfort quand on croque dedans, tac, ça nous ramène sur un souvenir quand on était petit. Vraiment, ces aliments réconfort. Et pour ça, on va essayer de retrouver les plaisirs d'enfance dans les produits et même dans les usages et dans les gestuels. Donc on va être sur des gestuels régressives. Tout ce côté gourmand un peu interdit, on met le doigt dans le pot, etc. Tout ça, on va imaginer un peu ces nouveaux usages pour consommer les aliments. On va être sur ce côté extrêmement gourmand avec les pailles à consommer, avec des saveurs qu'on peut mettre dans les sirops, etc., qui complètent. Et ça permet aussi d'avoir un esprit aussi ludique, nuancier, dans les bonbons, dans l'univers des bonbons, par exemple, pour les sucettes. Monsieur Georges Manoukian est demandé à l'accueil des exposants Hall 2. Merci. Voilà. Et du coup, on va être ici dans cette tendance sur une pâtisserie qu'on appelait haute couture. C'est-à-dire qu'on a vu qu'il y avait un engouement et un vrai retour de la surprise et du spectaculaire, en fait. On en parlait tout à l'heure dans La Clé des Songes, mais ici on revient à une tradition aussi dans la pâtisserie très travaillée, très mise en scène, etc. Ici, on va du coup focaliser beaucoup sur ces moments réconfort, ces moments de partage. C'est la pause 4 heures, en fait. Et cette pause 4 heures, ça met en avant vraiment ce retour de l'importance de la viennoiserie à partager, qui est travaillée plutôt dans des grands volumes, qui est associée avec des parfums qui peuvent être surprenants, des fleurs, etc. Voilà pour Nostalgie. Et on finit avec la dernière tendance, Océan, où vous allez voir qu'on va explorer de nouveaux territoires pour imaginer de belles innovations et de l'exception. Ce thème, il est effectivement tourné vers la mer, parce qu'en fait, on parle beaucoup de réchauffement climatique. C'est quand même la préoccupation numéro 1 de l'humanité aujourd'hui. Mais avec lui, il y a un problème de taille qui s'ensuit, c'est l'accès à l'eau pour chacun. On est aujourd'hui à un peu plus de 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable. Et malheureusement, cette proportion, finalement, elle ne va faire que continuer à augmenter. Et nous, on aime à dire que l'eau va devenir demain le prochain trésor de notre siècle. La crise de l'eau, d'après l'ONU et le GIEC, elle n'en est qu'à son commencement. Et il y a 3 composantes qui renforcent cette pénurie d'eau d'ici 2100. C'est évidemment le réchauffement climatique, les températures qui augmentent, la fonte de la banquise. C'est l'accroissement de la population. On est aujourd'hui, effectivement, on va passer de 2 milliards à 11 milliards en 2100. C'est une urbanisation qui est grandissante. On va être 68% de notre population mondiale vivra dans des villes, alors qu'on est à 55% aujourd'hui. Et puis c'est évidemment le fait que cette sécheresse extrême, elle va s'aggraver. Elle va s'aggraver dans des zones qui sont déjà finalement en déficit hydrique. Et à l'opposé, ça va être la montée des eaux. Parce que forcément, en face de ça, vous allez avoir des typhons, des tempêtes, et que ça créera des catastrophes partout dans le monde. Sur ces effets météo, finalement, on est obligé de s'adapter, on est obligé d'en tenir compte. Et pour nous, sur Terre, l'enjeu, il va être double. Il va être le fait de réduire notre consommation d'eau. Voilà, il y a 1% d'augmentation de consommation par an. C'est de réapprendre à vivre avec tous ces phénomènes. Alors, il y en a qui ont déjà commencé. Finalement, il y a des villes comme en Chine qui ont compris qu'en traitant la perméabilité de leur sol, on arrivait à récupérer l'eau de tempêtes de pluie pour pouvoir en faire des bassins et éviter que tout ça s'inonde. Mais en tout cas, voilà, c'est porter un nouveau regard quand même sur tout ça. Essayer de faire en sorte que la mer devienne notre nouvel allié. Et pour ça, c'est évidemment se tourner et porter un regard sur elle et sur ces océans comme une nouvelle énergie, ce qui est déjà le cas, autour de toutes ces éoliennes qui sont déjà en train de s'imaginer. Il y en a une à La Baule, d'ailleurs, pas très loin, qui est déjà en train de se construire. Et puis c'est un nouveau cadre de vie aussi. Alors on peut penser que c'est un peu utopique, mais finalement pas tant que ça. En avril dernier, 2021, c'est la société Oceanic City qui a présenté, soutenue par l'ONU, un projet de ville flottante
voilà, autosuffisant et qui, pour démarrer, recevrait ces premiers réfugiés climatiques. Voilà, il y a plein de mobilisations, ou en tout cas plein d'invitations à essayer de respecter un petit peu cette nature, parce qu'évidemment, ce qu'on fait sur Terre et sur la mer, c'est quand même fondamental. Voilà, c'est essayer de porter un nouveau regard d'empathie autour de ça. Et c'est, pour nous, en termes de food, la valorisation de toutes ces richesses. On est des gros consommateurs de poissons en France, c'est 34 kilos par an. Coquillages, thon, saumon, voilà. Peut-être qu'à un moment donné, voilà, il faut le valoriser, il faut le vivre peut-être comme des produits un peu plus d'exception. Donc que ce soit le poisson, mais que ce soit l'eau aussi, puisqu'on sait très bien que l'eau douce va venir à manquer et qu'à un moment donné, l'enjeu, ça sera peut-être de dessaler, mais on n'en est pas là. Donc en fait, effectivement, on va être sur les aliments qu'on a appelés millésimes en fait, parce que l'idée ici, c'est que on va partir de tout ce qu'on peut, enfin de ce qu'on trouve dans la mer, mais de le mettre en avant en prenant conscience que c'est quelque chose vraiment à consommer aussi de manière mesurée et que ce sont des produits aussi exceptionnels, que ce soit autour du végétal avec les algues, etc., ou que ce soit autour des fruits de mer, des poissons. Donc en fait, ici, on fait un focus sur les algues, en fait, parce que, vous le savez bien, les algues, en fait, elles sont utilisées évidemment dans l'alimentaire, mais dans des tas d'autres domaines également, beaucoup dans le design, dans le prêt-à-porter, dans le packaging. Donc maintenant, on arrive à faire des tissus, en fait, pour le sportswear, à base d'algues. Ici, vous avez, par exemple, un revêtement mural, une céramique, là-haut, à gauche, qui est composée d'algues, et en fait, qui permet de purifier l'air en fait. Donc c'est pour les pièces d'eau en fait, et ça permet en fait vraiment d'assainir l'air. On va être aussi sur les éléments de la mer, donc ça va être l'eau, ça va être l'eau autour du biomimétisme, en fait, les textures de l'eau, etc., qu'on va essayer de retransposer, l'eau en mouvement, qu'on va essayer de retransposer aussi pour des moments expérience dans l'alimentation, autour de bouchées, justement, de gelées un peu bouchées liquides qui peuvent évoquer vraiment une bouchée d'iode. Et puis on va être dans ce côté exception en fait. On voit de plus en plus les gens ont besoin d'avoir des produits exceptionnels. Alors il y a tout un truc autour de l'eau aussi, où de plus en plus l'eau, on cherche des eaux exceptionnelles. Vous avez vu ça dans certains concept stores, etc. Il y a des bouteilles d'eau qui se vendent à des prix incroyables, venus de je ne sais plus quel mont, etc. Bon, c'est évidemment, bien évidemment du marketing. En tout cas, les gens sont en quête de ce côté exceptionnel. Donc là, peut-être se dire aussi que ce côté exceptionnel, ce serait aussi pour alerter et mettre en garde, bien faire attention à ce qu'on consomme, au niveau de consommation, etc. Et également pour le sel, en fait. Ce sel qui devient un peu ce nouvel or et qui a besoin aussi de s'installer dans un storytelling pour raconter justement aux gens d'où il vient, comment il a été récolté, etc. Et puis on voit aussi que les déchets de la mer, on les récupère. On sait bien, on peut récupérer les déchets de la mer pour les transformer et en créer des matériaux. C'est le cas justement avec les coquilles d'huîtres, les coquillages, etc. Qu'on peut récupérer. Maintenant, on peut faire du verre, du verre vraiment pour faire des verres à base de coquilles d'huîtres ou de moules, etc. C'est une très très belle couleur d'ailleurs. Ça sert aussi de revêtements muraux aussi pour les habitats. Donc il y a vraiment toute une possibilité aussi de transformer ces déchets entre guillemets. Et puis du coup, on va être sur cette notion de street seafood parce que comme Virginie l'expliquait, les millennials évidemment se tournent de plus en plus sur la consommation de poissons parce qu'ils s'éloignent de plus en plus de la viande. Maintenant, c'est de voir justement comment on consomme ce poisson pour pas qu'on le consomme autant que la viande, mais de manière beaucoup plus goûtue et gustative et en expérience forte en goût dans le street seafood. Donc c'est vraiment être sur cet esprit un peu bouché, mais assez fort en goût et en moindre quantité. Et en univers graphique, on va être sur cette idée de prendre le large, vous voyez, donc on va être sur tout ce côté imaginaire autour de la mer, autour des longitudes, latitudes, le courant, le mouvement des vents, etc., qui peuvent évoquer des motifs géométriques, et sur un univers également plus onirique et figuratif pour parler du monde vivant de la mer. Voilà pour les 5 grandes tendances, Horizon 2023. Donc vous voyez que c'est vraiment quelque chose
de transversal. Pour nous, c'est important de voir un peu comment les gens se comportent dans leur environnement, leur mode de vie, jusqu'aux moyens d'usage, la manière d'aborder les produits. Voilà. Ce cahier, si vous voulez le feuilleter, il est là, il est à votre disposition. C'est un outil de travail, en fait. Hein. C'est-à-dire que nous, on le vend comme étant un vrai outil pour nourrir des équipes R&D, nourrir des équipes marketing. Derrière, bien évidemment, il faut l'adapter. Il faut l'adapter à vos marchés, il faut l'adapter à vos services, à vos collaborateurs, à vos marques. Enfin, voilà. Donc, mais en tout cas, c'est un très bel outil de travail. Et nous avions voulu également sur cette présentation faire intervenir en fait Sophie La-Charlotte Tessier, qui est la fondatrice des Vergers de la Sylve, que nous accompagnons depuis plusieurs années maintenant. Elle va se présenter, elle va vous parler de sa marque, mais en tout cas Sophie, voilà, elle va pouvoir vous dire comment est-ce que, à partir des tendances, ou en tout cas à partir de cette connaissance, est-ce que elle a développé toute une gamme de produits que vous voyez là. Sophie, alors attendez, parce qu'il faut que je change mon fichier. Donc effectivement, Virginie nous a demandé de venir pour parler de notre expérience et de notre retour client. Ça fait donc maintenant 7 ans que Virginie et que l'agence Caramel nous accompagnent dans notre développement. Et en regardant donc ce cahier, eh bien, nous avons constaté que nous avions beaucoup d'éléments sur notre communication, sur notre façon de faire qui correspondaient à ces différentes orientations, on va dire. Donc on est, dès que ça va venir, voilà. Donc notre entreprise s'appelle Les Vergers de la Sylve. C'est une entreprise familiale qui fabrique des boissons non alcoolisées à base de pommes. On est situé proche d'Angers, près des Couflans. Alors, pourquoi la pomme? Parce que déjà, on pourrait se dire pourquoi une spécialité. Tout simplement parce que c'est une histoire familiale. Depuis 4 générations, on cultive la pomme. Ça vient de mon arrière-grand-père qui était un fanat de l'arboriculture. Et il a transmis cette passion aux parents, grands-parents, etc. Donc on a repris cette activité et on cultive des pommes donc, du Val-de-Loire depuis 4 générations. C'était une culture de pommes à croquer et on ne faisait que la commercialisation des pommes. Et depuis 7 ans, on s'est dit, eh bien, on va peut-être valoriser ce territoire, valoriser ce travail et donc faire la transformation du fruit pour pouvoir valoriser tout le travail depuis 4 générations. Alors, on est parti de 5 postulats. Le bon pour la santé. Alors, quand on a fait, j'ai essayé de faire à chaque fois le pendant de ce qui était fait sur Sensi Food. Donc, pour la santé, ça correspond à la clé des songes avec le manger mieux. Notre autre postulat, c'était croquer la pomme. Alors, l'idée départ, c'était quand on buvait un jus, c'est d'avoir la sensation de croquer une pomme. Donc là, et d'avoir le jus que l'on fait à la maison. Donc, on est sur la nostalgie du faire soi-même. La production la plus vertueuse possible. Ça, c'était un autre postulat. Et on était dans cette optique vraiment du bon pour nous, bon pour la planète. Et on est donc du coup dans la croyance où la nature va reprendre ses droits sur le côté industriel, où on est vraiment sur le bon produit. Et enfin, on voulait vraiment maîtriser la production à la commercialisation. Et là, on est vraiment dans une tendance de village en reconnexion de la ville à la campagne. Alors, voilà les vergers. Nous sommes situés... Alors, il y a plusieurs vergers, mais nous avons sélectionné un verger bien particulier qui est à Montreuil-Juigné, dans le Maine-et-Loire, en Anjou. Parce que là, la nature reprend ses droits dans ce verger. Donc, là, c'est vraiment le thème de la croyance. C'est un emplacement où on est au bord de la Mayenne, dans un lieu très très calme, où vraiment il n'y a pas un bruit, donc on laisse la nature faire.
Donc dans le deuxième poste, vous avez effectivement, on a les animaux sont vraiment là, en liberté, et ça nous arrive très fréquemment, hein, surtout en l'hiver. Ben voilà, on sort et on voit les daims qui sont au milieu des vergers. Et ça, c'est vraiment, on a ce constat. Donc ça prouve aussi que le mode de culture correspond à la nature, puisqu'ils sont présents, et qu'on ne les effraie pas et qu'on ne les fait pas partir du lieu de production. Alors, dans la production des fruits, hein, puisqu'on part quand même de ce fruit pour le transformer, donc ça c'est un premier, s'il n'y a pas de fruit, on n'aura pas de jus, donc on passe là-dessus. Donc on a différents labels. Donc là on est sur une notion de village, puisqu'on a des valeurs humaines et éthiques. Donc on a un verger, les vergers sont éco-responsables, et donc je vous ai mis effectivement les termes principaux pour les vergers éco-responsables. Donc valoriser la biodiversité du verger, alors c'est replanter des haies, mettre des nichoirs à oiseaux, etc., etc. Il y a plein de choses que l'on fait. Méthode de lutte biologique, donc toujours pour le respect de la nature. Gestion de l'eau, donc là c'est le seul thème que j'ai trouvé avec Océan, parce que je n'ai pas pu trouver beaucoup de choses. Mais en tout cas, la gestion de l'eau, elle est là, puisque tous les vergers sont en goutte à goutte, et on économise un tiers d'eau dans ces cas-là. Ce qui est quand même très très important, puisque une pomme, s'il n'y a pas d'eau, vous n'aurez pas de pomme. Donc il faut absolument maîtriser cette eau. Et on a choisi également l'emplacement de ces vergers, puisque comme ils sont au bord de la Mayenne donc, nous sert pour arroser les vergers. Et donc on n'est pas en eau, entre guillemets, potable, etc. Et on n'a pas eu à construire d'étangs pour assurer l'apport en eau au niveau des vergers. Également, récolte des pommes à la main, donc pour nous très essentiel pour la qualité du jus derrière et la qualité du fruit. Garantir une traçabilité du verger au point de vente et faire contrôler le respect de ces bonnes pratiques par des organismes externes. Les deux autres labels Bee Friendly et Haute Valeur Environnementale 3 correspondent exactement pour partie donc, à verger éco-responsable, mais en mettant en avant le rapport avec l'apiculteur pour tout ce qui est bee-friendly. Et les hautes valeurs environnementales, c'est toujours faire mieux. Donc ça, c'est on part d'un constat et on nous demande de progresser tous les ans. Alors après, nos fruits. Nous avons donc 12 variétés sur les vergers. Et là, les 12 variétés, ça va permettre d'être dans la clé des songes, puisqu'on va être sur une food expérience. 12 variétés, 12 goûts différents, 12 textures différentes. Et quand vous les pressez, de nouveau, vous avez une couleur différente, une texture différente. C'est pour ça que je vous ai mis un petit exemple de 4 verres. Les 4 verres, ce sont 4 variétés différentes, des mono-variétales. Hein. Et en fonction de la pomme que vous allez presser, eh bien, vous allez avoir un rendu totalement différent, et on peut avoir un panel de couleurs extraordinaire, puisqu'on va avoir des pommes jaunes, bicolores, vertes. Alors ça, c'est donc le panel de nos fruits. Les recettes, ça nous permet de préparer des recettes pour des jus, puisqu'on peut avoir différentes textures, on va amener différentes pommes, et en fonction des associations, vous allez avoir des recettes différentes. Donc là, on est dans la croyance, puisqu'on va tester et essayer. Et enfin, le goût du terroir. Nous sommes pommes Val-de-Loire. Une pomme du Val-de-Loire, et notamment de notre verger, n'aura pas le même goût, forcément, même si c'est la même variété, qu'une pomme qui va être cultivée dans le sud de la France. Et donc là, on est village, terroir. Là, on repart du fruit à la bouteille. Maintenant, on a le fruit. OK, maintenant, il va falloir le mettre dans la bouteille. Donc, on a un petit, quand même, procédé. Alors, on est dans un principe de circuit court, puisqu'entre les vergers, l'atelier et nos entrepôts, nous ne sommes pas à plus de 15 minutes. On va même pousser le bouchon plus loin, puisque notre transporteur est en face. Donc, on est vraiment sur une recherche du circuit court. Donc, vous allez voir, donc, en haut, vous avez les pommes arrivent dans des palox, donc elles arrivent à l'état fruits frais, bien évidemment. On va faire un pressage à l'ancienne. Donc là, on retombe dans le côté croyance, puisqu'on est dans la gestuelle primitive. C'est ce que faisaient nos grands-parents. Hein, broyage des pommes, on met les pommes dans un linge de lin, clé en bois, et on presse. On fait tout naturellement. Il n'y a rien de plus. C'est très simple, finalement. Donc, on laisse décanter le jus, toujours de manière naturelle. On prend le temps. Donc, on est toujours dans le thème croyance. On laisse le temps au temps. Et on fait une pasteurisation douce, voilà, qui va suivre l'embouteillage. Tranquille.
Voilà, on ne heurte pas le produit. Après, on est dans le retrouver le goût du fruit. C'est bien effectivement de presser, mais le goût est quand même très important. Tout ce que l'on fait, c'est pour que vous ayez le goût du fruit, un vrai goût. Donc on est dans des jus non filtrés, vous allez avoir la texture, vous allez avoir une surprise gustative, puisqu'on va faire des associations, on a développé des associations avec la pomme et d'autres fruits. Donc là, on est dans la clé des songes, on est dans la food experience. Surprise. Alors, on en a des grosses surprises, puisque des gens sont très étonnés. On fait des associations, par exemple, betterave-pomme. Donc là, il y a effectivement, ça peut surprendre, mais c'est très très bon. Et on a donc ce côté, comment dire, de l'authenticité. Que l'on retrouve. Donc on est sur du 100% naturel, sans sucre ajouté, sans colorant. Alors je rajoute sans eau ajoutée, très important, puisque quand on est sur une notion de nectar de fruits, le nectar c'est de l'eau, premier élément, de la pulpe de fruits, non même pas, après le sucre, et en troisième la pulpe de fruits. Donc nous, c'est pas du tout notre conception des jus, donc c'est très important. Et puis après, vous avez la couleur, l'odeur. Ça va amener, donc c'est à du goût et c'est bon pour la santé. Donc ça, c'est des éléments importants. Et on retrouve également dans la notion de village, puisqu'on a fait des recettes spécifiques pour des chefs. C'est-à-dire qu'on a fait sur demande, on est capable de préparer effectivement des recettes. Donc là, dernièrement, on a fait un pomme fenouil pour un chef à Paris. Et dernièrement, donc là, on est même sur le végétal, puisqu'on a fait un pomme géranium. Et qui est très surprenant, c'est extrêmement bon. Mais voilà, on est aussi dans la surprise, surprise avec la clé des songes. Alors, nos démarches, nous sommes effectivement locales, ça je vous l'ai expliqué. Donc, on fait partie de l'association Produits en Anjou. Donc là, on a l'ancrage du terroir. Donc là, on est dans la notion village. Environnemental, puisqu'on est sur la traçabilité, la transparence, compte tenu des labels que l'on a, tout le monde peut venir voir, tout le monde peut venir vérifier ce que l'on fait, tout le monde est le bienvenu, du verger jusqu'à la transformation, jusqu'à la mise en bouteille. Alors, tout est clair. Et donc là, on est toujours donc, dans cette appartenance village. Et enfin, on a le label donc, du collège culinaire. Donc là, on est sur nos démarches qualitatives, puisqu'on est reconnu effectivement par le Collège culinaire de France sur notre démarche de production et donc de goût également. Donc toute cette petite histoire nous a amené à faire toutes ces déclinaisons. Et sur certains produits, on spécifie Val-de-Loire puisqu'on marque au niveau packaging l'ancrage local. Donc Val-de-Loire, très important. Et là, les clients, alors, pour le peu que je fais de salon où je présente les produits, les deux tendances ou les trois tendances que l'on a, c'est Val-de-Loire, oui, pas toujours savoir où c'est exactement, parce que si je dis Angers, géographiquement, les gens, pas toujours. L'Anjou, un peu plus. La notion du goût, ou alors la couleur, même on commence à me dire « Ah, cette couleur-là, un jus de pomme ?» Oui, donc on redécouvre effectivement ce que c'est qu'un vrai jus de pomme. Ou alors, donc dans les tendances nostalgie, ça me rappelle le jus de pomme que me faisait ma grand-mère ou que je buvais chez mes grands-parents. Et puis la dernière chose que l'on a donc déclinée, ce sont des pétillants de pommes non alcoolisés. Avec là vous avez trois packaging, mais trois goûts différents, puisque ce sont des associations de pommes différentes qui vont donner un goût différent. Donc encore une fois, on est dans la clé des songes avec la différence de goût et de texture, puisqu'on a fait des bulles plus ou moins fines. Notre postulat, il était « Des bons fruits doivent faire des bons jus ». Alors moi, je vais reprendre une petite dictat que nous avait donné mon arrière-grand-père dans un petit bouquin qu'il avait écrit. Il disait « Il n'est pas de beaux arbres sans lumière, il n'est pas de beaux fruits sans soleil. » Et moi, je dirais « Il n'est pas de bons jus sans bons fruits. » Voilà. Merci Sophie pour cette belle histoire et pour ce beau parallèle finalement entre un cahier de tendance alimentaire qui peut paraître comme ça un peu parfois éloigné ou pas toujours proche de nous ou de vous. Finalement si, beaucoup plus que vous pourriez ne le penser. Puisque on a beaucoup de clients qui s'en servent
pour imaginer demain, pour retravailler des choses existantes, pour juste s'ouvrir le champ des possibles sur les prochains mois ou les prochaines années. Donc voilà, on vous laisse encore quelques minutes à disposition si vous voulez le feuilleter. Et puis on vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Et puis à bientôt. Merci à tous. Merci.